La poussière collait aux lames de la porte comme un souvenir ancien, et l'air chauffé du midi faisait vibrer la lumière au-dessus du puits, de sorte que la cabane paraissait flotter dans une bouilloire de chaleur. Il vivait retiré depuis des années. La terre autour de sa maison gardait les pas rares qui la traversaient, et son chapeau était posé chaque soir sur la même chaise, une marque immuable de choses qu'il refusait d'oublier. Alors qu'il remettait en ordre une selle usée, des sabots frappèrent la piste venant du sud, incongrus et rudes, comme si le monde avait décidé de se souvenir de lui malgré lui. Les cavaliers arrivèrent sans hâte et sans parole, les vestes chargées d'une odeur de sel et d'alcool, et leurs yeux avaient l'ombre d'une promesse qui ne serait ni douce ni claire. Il y avait dans leurs gestes quelque chose de dépourvu de pitié et de banal à la fois, comme si la violence avait appris à parler au présent et à raconter des banalités. Le chapeau sur la chaise trembla légèrement quand une des femmes fut descendue d'une jument, les mains liées, la bouche sèche de poussière, et la cicatrice sur sa gorge, partielle, se devinait à travers le pantalon déchiré. Allait-il ouvrir la porte ou la laisser au vent et aux sabots? La fatigue le tenait, la culpabilité aussi, et il comprit que chaque décision importait plus que jamais, parce que la terre ne pardonnait pas ceux qui choisissaient la facilité. Théo Marleau avait 39 ans, les mains larges et la voix qui restait courte. Il s'était bâti une vie de gestes simples, levant les filets d'ombre sur sa clôture, tirant de l'eau du puits au petit matin, soignant la jument Blanchette quand elle boitait et comptant les jours en fonction des passages de la patrouille. Sa routine était une défense, et sa maison un cercle tracé pour tenir loin les histoires. Il portait une cicatrice fine sur la main droite, souvenir d'une nuit où il avait tenté de réparer plus qu'une barrière. Le chapeau et la chaise faisaient partie de sa liturgie, et parfois il parlait au chat du voisin comme on parle aux fantômes, pour ne pas laisser le silence grossir trop brusquement. Il connaissait chaque craquement du plancher, chaque odeur de bois brûlé au fond du poêle, et savait que la poussière rendait flou tout ce qui n'était pas essentiel. Vivre seul était devenu un remède contre un passé qu'il avait brûlé, et pourtant il gardait des cartes de ville usées, des lettres pliées dans un tiroir, preuve muette d'une vie qui avait bifurqué vers l'isolement. Sa réputation auprès du village était celle d'un homme taciturne, capable de réparer une clôture en un jour et d'ignorer les invitations à la foire comme si elles venaient d'un autre monde. Marcel Lemoigne, le forgeron, disait qu'il avait du bon sens. Rosa Delgado, la commerçante, disait qu'il avait du cœur. Javier Ortega, l'aide du ranch, prétendait qu'il avait la main dure. Des voix. Parfois s'élevait dans sa mémoire la voix d'une mère lointaine, la phrase d'un père, un mot d'amour qui n'avait cessé d'échapper au silence. Ces éléments formaient un tissu. Le tissu craquait souvent, mais il tenait. Les cavaliers n'étaient pas des vagabonds égarés. Ils avaient l'allure de ceux qui connaissaient les routes et qui savaient comment se faire craindre. Leurs bottes portaient des traces de sel et de fumée, et l'une d'elles avait une entaille récente. La corde qui les liait encore frémissait. Ils déposèrent la femme près de la clôture. La jument secoua la tête et la poussière s'éleva en vagues lentes. Et Théo nota la marque d'un bracelet brisé, un petit fil de perles noirci par la poussière. La présence d'Ayana, ainsi nommée plus tard, changea l'air dans la cour. Elle respirait avec difficulté, mais n'avait pas perdu la mesure de ses regards, et sa façon de suivre l'horizon racontait plus qu'elle n'osait dire. Les cavaliers parlèrent peu, mais leur silence était lourd et précis, comme une décision collective. Le danger n'était pas seulement physique, il était moral aussi, et ils flottaient entre eux, montant et redescendant au rythme des insectes autour du puits. « Nous sommes passés par la Patagonie et nous avons vu pire », lâcha un homme au visage creusé. Mais la phrase était vide, une tentative de justifier une action qu'ils savaient presque vile. Il y avait en eux des promesses de dette et de recel. La frontière entre revendication et cruauté était mince. Il s'agissait d'une décision qui pèse en secondes, mais qui a l'épaisseur d'une vie entière. Il considéra ses options. Les mots classiques lui vinrent en tête. « Ce n'est pas mes affaires ». Et puis il se souvint de la chaise, du chapeau, des lettres dans le tiroir. Il dit d'une voix qui ne voulait pas trahir l'urgence, « Entrez, mais vous vous tenez à l'écart ». Un cavalier fit un pas en avant, puis se tut, et Ayana était déposée dans l'ombre de la cabane avec la jument qui frottait sa flanc contre la barrière. La décision ne fut pas nette, elle trembla comme un fil de corde, et pourtant elle enclencha une obligation. « Je ne veux pas d'embêtement, ajouta Théo, ni des dettes à mon nom. » Le cavalier rit sans joie. « Ceux qui payent ne sont pas ici pour les lois. » Les mots vinrent et repassèrent, et Théo comprit qu'il venait de nouer quelque chose qui le suivrait.
Il prit un seau, alla chercher de l'eau au puits, et l'eau, froide, claqua contre les mains comme une promesse de nettoyage possible, mais fragile. Il lava les pieds sales d'Ayana, regarda la poussière s'égrener et se demanda si l'âme pouvait se nettoyer aussi facilement. La scène du secours et des soins initiaux fut une succession de gestes austères et de regards qui se cherchaient. Il lui coupa les vêtements abîmés avec délicatesse, il évita de poser des questions trop directes et il bandait les plaies avec du vieux lin trempé dans de l'eau salée et de succédané d'antiseptiques, choisi dans une petite boîte que Marcel lui avait offerte un hiver pour soigner une blessure à la vache. L'odeur des pansements et du sel se mêla à celle du cuir chaud, et les doigts de Théo tremblaient un peu sans qu'il ne le montre. Ayana parlait peu, ses phrases étaient courtes, comme des pièces d'une histoire qui ne voulait pas se déplier. « Ils m'ont prise, ils m'ont dit de partir », murmura-t-elle, « mais j'avais perdu le nord. » Il essuya la poussière de sa joue avec un linge imbibé d'eau, et sous la lumière basse, il aperçut une marque tatouée près de son omoplate, un symbole en forme de soleil stylisé. Il demanda « Qui t'a fait cela ?» Elle inspira, comme pour rassembler un souvenir lointain. « Ma tribu, à l'est, avant que la frontière ne prenne nos rivières, » dit-elle. Les règles s'installèrent sans que Théo n'ait à les imposer. Tu restes derrière la porte quand je sors, tu ne parles pas au cavalier et tu ne montes pas sur la jument sans ma permission. Elle hocha la tête et la confiance naquit par petites portions. « Je n'ai pas de nom pour toi, dit-elle. Je suis Ayana. » Il répéta le nom comme pour l'ancrer. Ayana. L'échange était simple, presque banal, mais il structura un monde nouveau où deux solitudes allaient se supporter et parfois se réparer. La conversation entre eux, au fil des soins, devint plus longue et plus intime, et l'on entendit les voix du dehors moins fortes que le bruit des pansements qu'ils nouaient. Ayana parla d'un temps où l'eau courait libre dans les canyons, où les chevaux connaissaient chaque source et où la lumière au matin avait un goût de sel et de promesse. Théo parla de la foi qu'il avait eue dans une route droite, d'une femme nommée Élise qu'il avait aimée et perdue à cause d'une bêtise, et de la manière dont il avait choisi la cabane par-dessus la ville pour ne plus recevoir de lettres. Ces échanges furent ponctués par d'autres voix du village, des noms qu'il murmurait comme on appelle des témoins. Marcel passa un jour à porter une enclume réparée, Rosa glissa un pain de maïs sur le seuil, Javier venait pour aider à filer la clôture, et Louise Ramirez, surnommée Chico, apporta des nouvelles de la route. Leurs visites furent rapides, remplies d'yeux qui scrutaient et de questions qu'ils préféraient ne pas formuler. On nomma la patrouille « Capitaine Durand », un homme droit mais souvent aveugle aux subtilités du cœur, et Élise Benoît, l'institutrice, apportait parfois du café. Chacun devint une entrée dans la vie d'Ayana, une carte qui révélait des rues, des alliances et des peurs. Les échanges verbaux avec ces personnes furent ponctuels et précis, et chaque nom pesa comme une responsabilité nouvelle pour Théo. Il y eut un moment précis où l'on retira le cache-nez d'Ayana, et où sa voix se fit plus présente. Dans une nuit claire, sous la lumière crue des étoiles, elle raconta une partie de son enfance. Histoire qui prit la forme d'un petit récit, tissé entre deux phrases presque banales. Son enfance se déroula au bord d'une rivière que les nouvelles routes avaient asséchée peu à peu, sa formation fut marquée par les filles de sa tribu qui apprenaient les plantes et la route, et sa perte signifia la disparition d'un frère emporté par la patrouille un été où la faim avait rendu les hommes fous. Elle avait fui par dépit et par amour, cherchant un avenir hors du territoire et se retrouvant prise dans des accords qui n'avaient rien de visible au début. Sa voix était douce mais rompue, comme un fil tendu sur lequel un poids avait été posé. Théo écouta en silence, la main posée sur le bord d'une table, le chapeau à portée. Il sentit une familiarité avec la douleur de la perte, et ce sentiment creusa un lien que la langue simple des gestes ne suffisait plus à expliquer. Cette partie de sa confidente fut longue et nécessaire, elle prit facilement entre 6 et 10 minutes de parole continue, et la révélation d'une lettre cachée dans la doublure d'une veste devint le pivot. Ayana avait une missive, écrite par quelqu'un qu'elle aimait, et cette missive évoquait des projets, des regrets, et un nom que Théo reconnut par hasard, Élise. Le cœur de Théo battit plus fort, non pas seulement pour l'amour, mais pour le fantôme d'une promesse rompue. Cette conversation inclut des détails sur les plantes médicinales qu'elle savait reconnaître, sur les itinéraires sûrs vers le nord, et sur une peur tenace des agents de la patrouille qui fouillaient les wagons au crépuscule. Technique de soins requise en clair. Pour nettoyer une plaie en milieu rural, on utilisait d'abord de l'eau tiède pour enlever la poussière, puis une solution saline composée d'une cuillère de sel pour 1 litre d'eau pour diminuer le risque d'infection. Enfin, on appliquait un pansement propre et serré en changeant le bandage tous les jours et en surveillant la fièvre, la rougeur et le pus, signes d'alerte qui exigeraient une évacuation vers la ville.
Les gestes étaient méthodiques et sobres, exécutés avec suffisamment d'attention pour ne pas causer plus de douleur, mais sans la prétention d'un hôpital. La révélation du passé d'Ayana fut un catalyseur. Elle parlait d'un amour secret au sein de sa communauté, un amour interdit qui avait ébranlé les règles et poussé certains à la dénoncer. La lettre qu'elle gardait contenait une promesse écrite à l'encre brune et elle la montra à Théo, qui lut en silence ces lignes tremblantes. C'était une déclaration simple, « Je reviendrai avant l'hiver », signée d'un nom qu'il connaissait mal, mais qui s'imposa avec pesanteur. Cette confession créa des remous, et bientôt des questions commencèrent à circuler au village. Faut-il renvoyer Ayana vers sa tribu, livrer ceux qui l'avaient prise, ou la protéger? Le dilemme devint public plus vite que prévu, et les visages des voisins se fermèrent comme des portes qui n'avaient pas été huilées depuis longtemps. Les échanges verbaux s'accélérèrent et prirent la forme de conversations prolongées où chacun pesait sa peur, sa morale et ses liens. Théo reçut des visites du capitaine Durand, qui possédait la fonction d'évaluer les risques, et leur conversation fut lente, prudente, pleine de sous-entendus et de silence. C'était l'heure du CTA de la communauté, un moment pour arrêter la narration et questionner l'audience, pour mesurer l'opinion et l'engagement du cœur collectif. Si vous étiez à la place du protagoniste de cette histoire, que feriez-vous? Écrivez « Je protégerai » ou « Je livrerai » et dites pourquoi en une phrase. Vos réponses aident à comprendre comment la communauté se forme autour de dilemmes moraux. Elles montrent si l'empathie l'emporte sur la peur ou si la prudence l'emporte sur la pitié. Partagez aussi si vous pensez que la parole peut remplacer le châtiment. Et racontez, si vous le souhaitez, une petite ligne sur un moment où vous avez choisi de protéger quelqu'un, malgré les risques. Vos mots sont un témoignage utile pour ceux qui écoutent ces récits et un miroir pour ceux qui hésitent encore. Maintenant, la narration reprend et l'histoire continue, avec la poussière qui retombe doucement. La routine et la préparation s'installèrent comme un tissage lent, quelques tâches quotidiennes qui devinrent un rituel. Théo vérifiait la clôture chaque matin, écoutait la respiration de la jument, traçait l'horizon de la fenêtre pour s'assurer qu'aucun cavalier ne se profilait et enseignait à Ayana à filer la corde pour réparer les attaches. Les descriptions sensorielles se multiplièrent dans ces scènes. Le goût de sel sur la langue après un repas simple, l'odeur du bacon qui cuisinait sur le poêle, la texture rugueuse du cuir sous les doigts, le son lointain d'une patrouille qui passait, la vue d'une ombre qui glissait derrière la colline. Ces éléments servaient à stabiliser un quotidien tenant à la fois de la survie et de la promesse. Il y eut aussi de petits incidents, une jument qui s'emballa par surprise, un déversement de farine, des rumeurs portées par Rosa au comptoir, et ces détails menèrent à une tension sourde qui montait régulièrement, comme une marée. Théo affûta ses couteaux, vérifia ses cartouches, mais refusa d'en faire un outil de menace. Il préférait la parole, aussi imparfaite soit-elle. Ayana apprit à lire l'ombre des nuages, à sentir les vents qui portaient des sons et à reconnaître la marche des hommes par le rythme des sabots. Ces apprentissages furent partagés en longs dialogues, combats de mots et d'explications, où chacun donnait et prenait. Le grand affrontement avec la communauté survint un après-midi où la lumière rendait les couleurs du village presque violentes et où la poussière formait des colonnes blanches autour des pieds des gens. Le leader informel, Marcel, prit la parole en premier, son visage rouge et labouré par les années. « Nous ne pouvons pas accueillir des problèmes qui attirent la patrouille. » Rosa ajouta, « Si la patrouille s'en mêle, nous risquons des fouilles et des amendes, la boutique devra fermer. » Javier se tenait entre eux. Comprenant le poids de l'amitié, et capitaine Durand arriva enfin, en uniforme, les bottes polies, regardant Théo comme un juge. Lui, Chico, jeune et bagarreur, regarda Ayana avec méfiance. Élise, la maîtresse d'école, croyait en la puissance des mots, et d'autres noms traversèrent la place comme des flèches. Madame Barret, ancienneté et prudence, Olivio, qui gardait des comptes, et Jeanne, qui tenait la cuve de la petite église. La conversation qui suivit fut longue, tendue et criblée d'émotions, composée de 8 à 10 échanges directs au minimum, où chaque intervention modifiait le climat. Théo parla pour défendre Ayana, pas par héroïsme, mais parce qu'il voyait dans son regard un rappel de ce qu'il avait perdu. « Elle n'est pas une chose à expédier, dit-il, elle est une personne. » Capitaine Durand répondit « La loi est la loi, et la sécurité du village compte. » Théo répliqua « La sécurité n'est pas synonyme de cruauté. » Un autre échange suivit. « Et si elle ramène la violence ?» Avarosa demanda. « Qu'est-ce qui garantit qu'elle ne mènera pas d'ennui ?» La tension monta, les voix se firent plus dures et la question devint plus moralisatrice que pratique.
Un moment de tension majeure survint lorsque lui fit un pas vers Ayana, menaçant, et Théo posa la main sur son bras en tendant une parole qui coupa la colère. « Tu ne la touches pas !» Ces instants furent lourds, presque oppressifs, et la décision finale fut différée pour éviter un affrontement physique. Le cœur de cette confrontation exigeait une méditation plus poussée. Théo ferma les yeux un instant et se rappela la cicatrice sur sa propre main, la mémoire d'Élise, le chapeau sur la chaise, le puits et la jument. Il se souvenait de la perte qu'il avait rendue solitaire et comprit que livrer Ayana aurait été une répétition du passé. Il prit la parole lors d'une réunion où les regards pesaient chacun comme une balance et parla de responsabilité, d'honneur et de la capacité d'une communauté à choisir la voie de la justice et non celle de la peur. Il demanda que l'on trouve une solution qui ménageait la sécurité du village et la dignité d'Ayana. Capitaine Durand, peu à l'aise, proposa une patrouille conjointe, une enquête et une médiation avec la tribu d'origine, s'engageant à vérifier l'authenticité des accusations et à assurer un passage sécurisé si besoin. La parole, dans cette scène, remplaça un coup et la communauté conclut un accord fragile. On organiserait une rencontre, une petite escorte de civils et de soldats, un échange de documents et l'on promettrait une audience juste. Le moment de tension fut long, 2 paragraphes intenses où Théo se battit contre ses peurs, se rappelant des images anciennes et se demandant s'il pouvait faire confiance à la parole d'un capitaine. Une conséquence immédiate de cette réunion fut que la vie changea. Ayana resta, mais sous conditions claires. Elle accepta de ne pas monter la jument hors des terres sans escorte, d'aider Rosa au magasin pour planter des graines et d'apprendre à s'exprimer devant ceux qui voulaient l'écouter. En échange, la communauté promit d'organiser la rencontre, d'assurer la sécurité et de considérer que Théo n'avait pas violé une loi. Il y eut des promesses formelles, des signatures sur une feuille improvisée et un échange de regards. Ayana trouva une place chez Rosa, aidant à préparer du pain, et elle participa à des tâches qui la rapprochèrent des autres. Théo, quant à lui, sentit la transformation en lui, une ouverture lente, mesurée. Le village fit un pas, petit, incertain, vers la réparation. Et la peur fit place à une attention vigilante. Cela n'éteignit pas les rumeurs, mais elles furent désormais portées par des paroles organisées plutôt que par des gestes violents. Le puzzle moral se résolut par le dialogue, ce qui laissa chacun avec une responsabilité renouvelée. Le soir où Ayana resta pour la première fois sans attache dans la cour, Théo contempla l'horizon et sentit la poussière s'installer comme un drap. Il comprit que la décision de protéger l'autre avait modifié la texture de sa vie. Le chapeau sur la chaise n'était plus seulement un objet de protection contre le soleil, il devenait témoin. Les conséquences furent concrètes. Il accueillit des gens différents, reçut des lettres remises par Élise qui remontèrent des mémoires anciennes, et la jument Blanchette eut ses sabots curés par Ravière. On parla dans le village d'une nouvelle façon de faire, et même la patrouille prit part à la médiation. Théo éprouva parfois des remords, se demandant s'il n'avait pas outrepassé sa prudence. Mais il vit aussi des sourires sur les visages d'Ayana, des signes de guérison, petites choses qui nourrissaient une espérance. La communauté, fragile et compliquée, avait choisi la parole. L'épilogue prit le temps de raconter ce qui survint ensuite, en 3 moments qui montrèrent le poids du temps et la solidité lente des choix. 1 mois plus tard, la vie avait repris un rythme plus stable. Ayana aidait Rosa au comptoir chaque matin. Elle lavait les légumes avec un geste précis et ria parfois doucement en rangeant les sacs. La patrouille avait organisé la première rencontre et Capitaine Durand avait reçu un dossier complet. Il avait parlé aux anciens de la tribu et appris des erreurs commises. Théo réparait une clôture plus solide. Il avait mis une pierre supplémentaire près du puits pour empêcher l'érosion. Et il voyait la silhouette d'Ayana passer à l'horizon en rentrant du marché. Il ne s'était pas encore dit tout, mais il partageait un café au soir et échangeait des mots qui allégeaient le cœur. Les voisins vinrent plus volontiers. Elisa apporta un panier de pain, Marcel racontait des vieilles histoires au bistrot et Ravière fit une blague qui fit rougir Chico. La poussière continuait de couvrir leurs traces, mais elle n'effaçait plus la mémoire des gestes mutuels. Les accords pris avaient été mis par écrit et la communauté se sentait moins menacée. On parlait de petit à petit, de prudence et de courage. 3 mois après le premier jour, Ayana avait retrouvé quelques forces et la tribu avait envoyé un messager porteur d'une demande de réparation, mais aussi d'une proposition d'échange culturel. Il y eut des jours de discussion entre anciens. Théo assista à une table plus large où l'on parlait des rivières et des droits d'usage. Et la médiation permit de reconnaître des torts et d'envisager des réparations symboliques. La jument Blanchette marcha librement dans les prairies voisines, escortée par Javier, et un jeune nommé Louis accompagna l'un des messagers pour apprendre.
L'ancienne lettre, conservée comme preuve, fut lue à voix basse devant un comité, et l'on fit mémoire d'un amour secret qui avait mal tourné, mais qui pouvait servir à prévenir d'autres tragédies. La communauté manifesta une volonté de transformation, petits gestes compensatoires et promesses tangibles, et l'on créa un petit registre communal où consigner les ententes. Théo vit Ayana parler en public lors d'une réunion à la mairie. Sa voix était moins tremblante et plusieurs habitants lui dirent merci. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait été encadrée par la justice et par des mots. Le lien entre Théo et Ayana s'était transformé en une affection sincère, discrète mais profonde, faite d'autorité et de respect mutuel. 6 mois plus tard, le village avait changé, pas radicalement, mais dans sa capacité à écouter. Un petit lieu de rencontre fut aménagé près du puits, une table avec des bancs peints de couleur claire par Élise et Jeanne, et l'on y déposa un petit pot de sel comme symbole du goût commun. Ayana et Théo partageaient désormais des projets. Ils parlaient parfois de partir vers l'est pour voir les rivières qui avaient nourri son enfance, mais ils savaient que partir impliquerait laisser derrière eux le travail fait ici. Ils décidèrent ensemble d'un itinéraire qui respecterait les engagements pris, et la patrouille, cette fois, coopéra pour fournir une escorte civile. La communauté avait intégré la leçon. La peur pouvait conduire à l'injustice, mais la parole et la médiation pouvaient reconstruire. Les enfants du village apprenaient désormais des histoires de la tribu. Et la poussière ne servait plus uniquement à cacher les traces, elle les rendait visibles au passage des saisons. Théo avait retrouvé quelque légèreté. Il riait à des blagues simples et parfois il mettait son chapeau sur la chaise et l'enlevait pour l'offrir à Ayana par jeu. Ce geste, modeste, contenait toutes les transformations. La dernière image fut simple, presque banale, mais elle retint l'essentiel. Un jour, à la tombée du soir, Théo et Ayana étaient assis près du puits, la jument paissait et la lumière couvrait la cabine d'or. Théo prit la main d'Ayana, ses doigts étaient encore marqués par le sel, et il sentit la cicatrice sur sa propre paume comme un rappel de ce qu'il avait choisi. Ils ne firent pas de grandes déclarations, seulement des paroles ténues. « Nous irons voir ta rivière, dit-il. »« Un pas à la fois, répondit-elle. » La poussière voletta et retomba, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la terre lui rendait quelque chose en retour, une paix fragile mais authentique. Et vous, que feriez-vous si la poussière couvrait la preuve et que votre conscience pesait plus que la loi strictement dite? Inscrivez-vous pour suivre d'autres histoires où les choix sont d'abord humains et partagez ce récit si vous pensez que la parole peut parfois être plus forte que la colère.